Bonjour, Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder avec vous les bonnes et les mauvaises façons de courir durant l'été. Alors, j'ai prévu d'aborder les points suivants avec vous. C'est 1. Profiter de l'été pour se mettre à courir. 2. Les conduites à tenir quand il fait chaud. 3. Comment gérer la pause estivale souvent préconisée par l'entraîneur. 4. Gérer au mieux un été festif et convivial. 5. Les autres erreurs à ne pas commettre et que moi je peux observer régulièrement chez les coureurs l'été. Et 6. Profiter de l'été pour préparer et commencer à préparer les objectifs de la rentrée. Allez, c'est parti. Alors premier point, profiter de cet été pour se mettre à courir. Alors pour la personne qui désire profiter de l'été et des vacances pour se mettre à la course à pied, les conseils qu'on peut donner sont exactement les mêmes qu'on va préconiser tout au long de l'année. Alors pour les personnes qui n'ont pas eu encore l'occasion de visionner la vidéo dans laquelle je donne les principales erreurs à ne pas commettre chez le débutant en course à pied, je vous invite tout simplement à vous rendre sur YouTube, à taper dans le moteur de recherche Gilles Dorval, et là vous aurez accès à l'ensemble des vidéos que j'ai déjà pu mettre à votre disposition sur YouTube. Et dans la liste des vidéos, vous aurez une qui s'intitule les principales erreurs à ne pas commettre lorsqu'on débute la course à pied. Voilà. Alors, je vous fais un petit rappel rapide ici. Donc les erreurs à ne pas commettre sont les suivantes, c'est ne pas se mettre de la pression. Lorsque vous débutez la course à pied, prenez votre temps, laissez-vous du temps. C'est pas grave si l'atteinte de l'objectif prend le double de temps que vous aviez prévu au départ. L'essentiel, c'est de vraiment atteindre l'objectif que vous étiez fixé, peu importe la durée. Deuxième point, c'est deuxième conseil que je peux vous donner, c'est ne pas chercher à en faire de trop. Au début on est motivé, on a envie de réussir, on a tendance à enchaîner de manière trop rapprochée les séances, surtout si on est en vacances et qu'on a du temps. Moi au départ je vous conseille de rester sur 2 séances par semaine au maximum. L'objectif c'est de permettre à votre organisme de récupérer pleinement des efforts que vous lui avez proposés. Il n'a plus l'habitude de courir et de supporter ce type d'effort. Donc laissez-lui le temps de se reposer, de récupérer avant de repartir sur la séance suivante. Ensuite, c'est respecter la notion de progressivité. Là, cette notion de progressivité, c'est une notion qui est présente, qui est omniprésente dans l'entraînement en course à pied, que l'on soit un coureur débutant ou un coureur confirmé. L'objectif est de permettre à votre organisme de s'habituer progressivement aux charges d'entraînement que vous lui imposez. Si l'augmentation des charges de travail, de fatigue que vous lui imposez est trop brutale, vous risquez la blessure, et puis vous risquez aussi, là c'est plus chez les coureurs confirmés, une forme de surentraînement. Donc, cette notion de progressivité, elle doit être une notion, c'est une notion à ne jamais perdre de vue et garder toujours à l'esprit. Ne pas se préoccuper de sa vitesse de course. Au départ, quand vous allez vous mettre à la course à pied, la vitesse de course on laisse de côté. C'est pas grave si vous avez l'impression de vous traîner, c'est pas grave si vous vous faites doubler par d'autres coureurs. L'essentiel c'est que vous restiez tout le temps en totale aisance respiratoire. Même si cela vous oblige à marcher par moment. Il n'y a aucune honte. Vous allez voir, au fil des séances, le besoin de marcher va diminuer, et puis vous allez être capable d'effectuer des temps de course de plus en plus longs. Et puis, sans vous rendre compte, au fil des semaines, vous allez atteindre l'objectif de manière facile et aisée. Donc, au départ, on laisse la vitesse de course de côté, et on se base vraiment sur son niveau respiratoire. Et il faut que vous restiez en totale aisance respiratoire. Autre point, c'est varier ses parcours. Alors là, ça rejoint un peu le point précédent. C'est souvent quand on court toujours sur le même parcours, on est tenté d'essayer de battre d'une séance à l'autre le temps qu'on a mis lors de la séance précédente. Et là, on rentre dans une forme de compétition où la vitesse devient l'élément moteur. Donc, comme j'ai pu le dire précédemment, pour éviter de rentrer et tomber dans ce piège, moi je vous invite à varier vos parcours, et non seulement en variant le parcours, de varier les sols, courir sur de la pelouse, sur des chemins, sur des sentiers, sur la route, pour permettre à vos muscles, à vos articulations, à vos tendons aussi de se réhabituer progressivement aux différents types de terrains, aux différents types de sols sur lesquels vous allez être après amené à courir. Ça contribue aussi pleinement à la remise en route de l'ensemble de l'appareil locomoteur après une longue interruption de course à pied ou de sport. Autre point, c'est tenir compte des conditions météo. Alors là, ce point-là, je ne vais pas l'étayer parce que tout simplement, c'est le second point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. C'est les conduites à tenir quand il fait chaud. Alors,
qu'est-ce que j'entends par quand il fait chaud? Alors, pour moi, hein, les températures qui deviennent vraiment pénibles en course à pied se situent aux alentours des 25 degrés. Pour rappel, hein, les conditions idéales pour courir, c'est plusieurs études qui l'ont montré, notamment lorsqu'on regarde de près la réalisation des meilleures performances sur 10 km, semi-marathon, marathon, hein, chez des athlètes de haut niveau, se situe entre 10 et 12 degrés. Lorsqu'on approche déjà les 20 degrés, on n'est plus tout à fait dans des conditions idéales, hein, contrairement à ce qu'on peut entendre. À 19-20 degrés, c'est un temps idéal pour faire du foot, pour courir, pour faire telle activité. En course à pied, déjà, on sort des zones vraiment de confort. Alors lorsqu'on aborde les 25 degrés, là, les conditions de course pour réaliser de bonnes performances, pour tirer tout le maximum de son organisme, hein, devient beaucoup plus compliqué. Alors, on va prendre cette base, hein, les 25 degrés à l'ombre. Le premier conseil que je peux vous donner est plein de bon sens, hein, c'est de bien s'hydrater tout au long de la journée, hein, ça me semble essentiel. Ne pas attendre l'heure qui précède le footing ou l'entraînement pour commencer à boire, hein. Faites-le régulièrement tout au long de la journée. Alors, bien boire avant la séance, boire si possible pendant la séance, hein. Maintenant il existe différents équipements, différents accessoires qui permettent d'amener avec soi sa réserve d'eau, hein. Soit des gourdes, soit des petites fioles que vous venez accrocher sur une ceinture que vous placez autour de la taille, soit une petite bouteille d'eau que vous tenez à la main, ou alors il y a aussi des sacs à dos, hein, que vous mettez dans lesquels on peut venir glisser des poches d'eau, et qui permet donc de s'hydrater tout au long de sa séance, hein. Donc lorsqu'il fait vraiment chaud, n'hésitez pas à emmener un peu plus de poids avec vous, mais vous allez gagner en confort et puis en termes de performance. On choisit donc bien sûr, on boit avant, pendant et après la séance, hein. Après la séance, nécessité absolue de bien réhydrater l'organisme. Le petit repère qu'on peut vous donner, hein, si vos urines sont claires, c'est que le niveau d'hydratation normalement est bon. Si vous avez les urines qui sont foncées, vous êtes sans doute en situation de déshydratation. Donc à ce moment-là, il faut boire. Alors donc, autre point, une tenue adaptée, bien sûr. On prend une tenue adaptée à la pratique de la course à pied par forte température, hein. Donc c'est-à-dire qu'on va vers des textiles, vers des vêtements qui permettent une bonne évaporation de la sueur, de la transpiration à la surface de la peau, hein. Cela contribue pleinement au mécanisme de thermorégulation du corps et qui permet donc au corps de rester à bonne température. Donc on évite bien sûr les coupe-vents, on évite les collants, hein, et ça je le vois des fois l'été. La casquette aussi, hein, ça peut être intéressant, hein, pour se prémunir de coups de chaleur au niveau du crâne et diminuer un peu les risques d'insolation. Ensuite, on essaie d'emprunter des parcours qui sont ombragés, hein, de préférence. Alors, si vous pouvez courir en forêt, en sous-bois, ou alors, si vous courez en ville, mettez-vous du côté sur le trottoir qui est à l'ombre et pas sur le trottoir qui est en plein soleil. Donc, empruntez au maximum les parcours ombragés. On évite d'aller courir entre 11h et 17h, hein, c'est-à-dire aux heures les plus chaudes de la journée. Donc là, c'est des recommandations qu'on retrouve aussi données par le dermatologue, hein, par rapport à l'exposition de la peau au soleil. Si possible, courir tôt le matin. C'est là que les températures sont les plus fraîches. Alors si vous pouvez pas courir tôt le matin, allez-y tard le soir, mais souvent il faut arriver sur des heures déjà relativement tardives pour commencer à retrouver un peu de fraîcheur. Donc le matin, hein, c'est là qu'on a les températures les plus fraîches. Si vous allez courir le matin, bien sûr on ne part pas à jeun, hein. On prend au moins un jus d'orange et puis on prend un petit morceau de pain. On ne part pas le ventre vide, hein. Je rappelle que durant la nuit, la glycémie sanguine diminue, hein, et pour éviter tout risque d'hypoglycémie pendant vos efforts, donc prenez quelque chose à manger le matin avant de vous élancer dans vos footings. Et puis laissez de côté l'idée que parce que vous allez faire un footing à jeun, vous allez maigrir plus rapidement. C'est totalement faux, ce n'est pas du tout efficace et vous ne vous placez pas dans les meilleures conditions pour courir. Ensuite, réajustez le contenu de vos séances, hein. Lorsqu'il fait chaud, ne gardez pas obligatoirement ce qui était prévu initialement dans vos plans d'entraînement, hein. N'hésitez pas à diminuer d'un tiers le volume de vos séances et bien sûr diminuer l'intensité des efforts que vous allez proposer à votre organisme. Alors pour cela, régulez votre allure à l'entraînement par rapport à la fréquence cardiaque, hein. Lorsqu'il fait très chaud, moi je vous conseille de laisser de côté la vitesse de course. Je prends le cas par exemple quelqu'un qui voudrait faire une séance à allure semi-marathon à 13 km/h. 13 km/h quand les conditions météo sont idéales, il n'y a aucun souci. Par contre 13 km/h lorsqu'il fait 25-30 degrés, là vous n'allez plus du tout travailler dans la même zone physiologique.
Donc pour être sûr de rester dans la zone qui est visée par la séance, moi je vous conseille vivement de vous baser sur la fréquence cardiaque. Et puis, quand il fait chaud, privilégiez dès que possible les allures lentes, et puis, c'est-à-dire le footing à allure fondamentale, à 65-75% de votre fréquence cardiaque maximale, et aussi le travail de VMA courte. Alors pourquoi le travail de VMA courte? C'est un travail de qualité qui laisse peu de traces de fatigue au niveau de l'organisme. Et en plus, autre avantage, on peut le réaliser sur des parcours ombragés. Il n'y a pas besoin d'une très grande ligne droite. Une ligne droite de 200-300 mètres permet tout à fait de réaliser sa séance sous forme d'aller-retour, c'est-à-dire que vous travaillez dans un sens, vous récupérez à la fin de votre effort et puis vous revenez en courant dans l'autre sens, donc il n'y a pas besoin d'une très longue ligne droite pour faire un travail de qualité, et en plus ce travail de qualité laisse peu de traces de fatigue au niveau de l'organisme. Donc si vous voulez maintenir un peu de travail de qualité l'été, moi je vous conseille de vous orienter vers le travail de VMA. Autre point, la pause estivale. Alors la pause estivale, c'est une pause qui est préconisée par tout entraîneur qui met en place une programmation sur l'ensemble de l'année. Cette pause a pour objectif de recharger les batteries, de récupérer des efforts que vous avez consentis tout au long de l'année, et de pouvoir aborder la saison suivante dans les meilleures conditions. Alors cette pause, elle est vraiment nécessaire pour continuer à progresser dans le temps. Alors la durée de la pause, en général, on préconise 3 à 4 semaines. Alors ça peut paraître beaucoup pour certains coureurs, et surtout ceux qui sont vraiment accros à la course à pied. Les premiers jours, il peut avoir un effet de manque qui se manifeste, mais qui va s'estomper au fil des jours. Mais vraiment, si vous pouvez vraiment respecter ces 3 à 4 semaines de coupure totale de course à pied, c'est un vrai plus pour les mois qui vont suivre. Et puis lorsque vous avez vraiment préparé vos prochains objectifs, vous allez retrouver de la fraîcheur physique évidemment, mais aussi une fraîcheur psychologique. Vous allez être vraiment, vous allez maintenir un bon niveau de motivation, une envie de vous entraîner, et puis sans vous rendre compte, au fil des mois, il y a une certaine lassitude qui peut s'installer à force d'enchaîner les entraînements, les objectifs. Sans s'en rendre compte, des fois il y a un petit sentiment de lassitude qui apparaît. Donc par cette pause estivale de 3 à 4 semaines, on remet les compteurs à zéro, on recharge les batteries, et puis on aborde la saison suivante dans les meilleures conditions. Ensuite, on peut profiter de cette pause estivale pour pratiquer d'autres activités physiques, mais alors de façon modérée. L'objectif, c'est vraiment de permettre à l'organisme de récupérer, donc n'allez pas à côté, si vous ne faites plus de course à pied, n'allez pas à côté lui proposer des efforts intensifs en vélo, en randonnée, en natation, enfin bref, voilà. Donc des activités physiques annexes sans problème, mais alors de façon modérée, juste pour le plaisir, voilà, de maintenir un peu d'activité physique. Au moment de la reprise, comme d'habitude, la notion de progressivité est essentielle, et donc essayez de reprendre en douceur, progressivement, et étaler votre reprise sur à peu près 4 semaines. Alors les 2 premières semaines, vous faites un petit footing en endurance fondamentale de 45 minutes à 1 heure maximum. La 3e semaine, vous commencez à réintroduire du travail à l'heure modérée, c'est-à-dire situé entre 80 et 90% de votre fréquence cardiaque maximale. Et en 4e semaine, à ce moment-là, vous pouvez réaborder le travail de VMA. Voilà. Alors 4e point, comment gérer un été festif et convivial? Alors c'est vrai que l'été, c'est un moment durant lequel on aime partager avec ses amis, avec sa famille, des moments sympas, notamment autour d'un barbecue, d'un apéritif. Les soirées sont souvent un peu prolongées et puis voire même bien arrosées. Donc ça fait partie de l'été, et puis il ne faut pas se priver non plus de ces moments-là. On a vu à l'instant que la pause estivale est un moment pour décompresser, pour se changer les idées, pour penser autre chose que course à pied. Mais si jamais vous avez décidé de maintenir une petite activité de course à pied durant l'été, il est important de ne pas perdre certaines choses de vue, notamment au niveau de l'alcool. L'alcool a un fort pourvoir au niveau de la déshydratation. Si vous buvez beaucoup d'alcool, vous augmentez, vous accentuez le niveau de déshydratation de votre organisme. Or, celui-ci est déjà relativement élevé lorsque les températures sont chaudes. Donc, si jamais vous avez des soirées bien arrosées, il est important de boire énormément d'eau à la fin des soirées, notamment avant d'aller vous coucher déjà, pour commencer à réhydrater l'ensemble de l'organisme. Et puis, surtout le lendemain, au lever, continuez à vous hydrater. Souvent, le repère qu'on vous donne, c'est la couleur des urines. Si vos urines sont foncées, c'est que vous êtes dans une phase de déshydratation avancée. Donc, par contre, si les urines sont bien claires, là en général, il y a peu de chances que vous soyez déshydraté.
Donc soyez vigilants hein, s'il y a une forte consommation d'alcool et si vous avez l'intention d'aller courir, assurez une bonne hydratation avant de vous lancer dans vos footings. Deuxième point, aller courir une fois bien reposé, ben, ça rejoint le premier point. Hein. Si vous avez une soirée arrosée, vous êtes couché très tard, ne vous obstinez pas à aller courir, à maintenir votre séance d'entraînement. Il est préférable de la reporter au lendemain. Hein. Moi, à titre personnel, il m'est arrivé déjà de me blesser dans ces conditions-là. Et sur du simple petit footing en endurance fondamentale. Donc voilà, attention. Hein. Moi, je vous conseille vivement de reporter au lendemain votre séance. Donc c'est le troisième point, courir à distance des soirées festives. Hein. Ça rejoint ce point-là. Ensuite, ben, profitez de l'été pour continuer à équilibrer votre alimentation sur la semaine. Hein. Donc, je reprends l'exemple du barbecue. Des fois, comment dire, les grillades, la charcuterie, tout ça sont au rendez-vous. Donc, c'est pas grave. Hein. Une fois de plus, il faut en profiter. Mais cherchez quand même à équilibrer votre alimentation sur l'ensemble de la semaine. Hein. C'est pas grave si sur une ou deux journées il y a quelques excès, mais profitez des fruits, des légumes des saisons pour avoir une alimentation équilibrée et c'est quand même du plus pour votre organisme et ça lui permet de fonctionner au maximum de ses capacités grâce à ces apports là équilibrés. Voilà. Cinquième point, donc les autres erreurs que je peux observer chez les coureurs à pied durant l'été sont les suivants. Notamment, il m'arrive de voir des gens qui profitent de l'été pour aller courir sur la plage, ça c'est bien, mais courir sur le sable mou, là c'est beaucoup moins bien. Pourquoi? Tout simplement, lorsque vous courez sur un sable meuble où les appuis sont fuyants, vous allez provoquer au niveau de la foulée, vous allez provoquer un geste qui est un peu différent de celui que vous avez lorsque vous courez sur un sol bien dur. Vous allez proposer à vos muscles des contraintes et une façon de fonctionner un peu différente et qui, au fil des minutes, risque de provoquer des points de contracture et engendrer des blessures. Donc c'est le cas sur du sable mouvant, hein, sur du sable mou, mais c'est aussi le cas par exemple sur des sols gelés l'hiver ou encore sur des terrains boueux. Hein. Donc moi je vous conseille vivement de rester sur un sol qui permet des appuis stables et bien solides. Si vous voulez courir sur la plage, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, restez en bordure de l'eau. Hein. Mettez-vous sur le sable dur. D'ailleurs, si vous courez sur le sable dur aussi, vous allez voir, c'est agréable, moi j'apprécie personnellement, c'est de retirer les chaussures et puis courir pieds nus. Alors bien sûr, vous n'allez pas faire une demi-heure, trois quarts d'heure tout de suite, mais vous faites 5-10 minutes le premier jour, après éventuellement, si ça vous a plu, vous rajoutez 5-10 minutes la fois suivante et ainsi de suite. Et c'est une façon de courir aussi qui est agréable. Donc voilà, donc courir sur la plage oui, mais dans ce cas-là, on reste au bord de l'eau. Ensuite, profiter de l'été et de se dire qu'on est en vacances, qu'on peut se reposer dans la journée pour augmenter son volume d'entraînement de manière subite et brutale. Si vous voulez profiter des vacances et pour augmenter votre volume d'entraînement, n'ajoutez pas plus d'une séance dans la semaine. Et puis cette séance-là, au début, restez sur du footing en endurance fondamentale. Si vous voulez augmenter trop brutalement votre charge d'entraînement, vous risquez d'augmenter le risque de blessure, ça c'est une certitude, mais aussi basculer sans vous rendre compte vers une forme de surentraînement. N'oubliez pas que l'été, les organismes, par la chaleur, ont du mal à récupérer. Les nuits sont moins reposantes, la fatigue s'accumule, la fatigue due à la chaleur, l'organisme est déjà soumis à rude épreuve quand il fait chaud. Donc ajouter en plus un volume d'entraînement supplémentaire va pas l'aider à récupérer, au contraire. Donc l'été, si vous avez du temps devant vous, moi je vous conseille soit vous restez sur le même volume d'entraînement, soit dans ce cas-là, c'est d'augmenter au maximum d'une séance par semaine et on reste sur du footing en endurance fondamentale. Ensuite, enchaîner les activités. Là aussi, on veut profiter l'été pour faire du vélo, pour faire de la randonnée, pour faire de la course à pied, enfin bref, voilà. On a tendance à enchaîner les différentes activités sans tenir compte de la fatigue engendrée par chacune des activités. Donc, si vous voulez faire d'autres activités physiques, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, retirez une ou deux séances de course à pied. Voilà. Donc c'est des petits conseils pas compliqués à mettre en place et qui évitent les mauvaises surprises à la sortie de l'été. Alors dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est profiter de l'été pour préparer les objectifs de la rentrée. Alors avant d'envisager de préparer les objectifs de l'automne durant l'été, il est important de s'assurer, surtout si la saison précédente a été chargée et intensive, que vous ayez bien récupéré de la saison précédente avant d'attaquer la nouvelle saison.
Dans ce cas-là, ça rejoint le point qu'on a vu précédemment par rapport à la pause estivale, hein. Donc moi je vous conseille vraiment de bien marquer ces 3 à 4 semaines de pause avant de commencer de préparer les objectifs de la rentrée. Alors pour un objectif au mois d'octobre, hein, voilà comment moi je verrai les choses. Je profiterai du mois de juin pour me mettre au repos. Ensuite, je programmerai ma reprise en douceur, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, sur 4 semaines durant le mois de juillet, en privilégiant dans un premier temps les footings en endurance fondamentale, et puis ensuite on a réintroduit progressivement les allures de travail modérées puis intensives. Durant l'été, hein, durant le mois d'août, où les températures sont encore relativement élevées, je donnerai priorité au travail de VMA, et notamment le travail de VMA courte, hein. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait le pratiquer sur des parcours ombragés, pas besoin d'une très grande ligne droite pour effectuer ces séances d'entraînement. Donc là, le mois d'août, priorité au travail de VMA, hein, et qui va aussi permettre d'augmenter votre potentiel aérobie. Et plus ce potentiel est élevé, et plus vos chances de performer ensuite en compétition sont élevées. Et puis ensuite, sur le mois de septembre et le mois d'octobre, sera venu le moment de donner la place, hein, de donner plus de place au travail spécifique, 10 km, semi-marathon, marathon, enfin tout dépend de la distance que vous préparez. Et donc là, vous aurez des températures normalement un peu plus clémentes, et puis là, vous pourrez vraiment réaliser votre travail spécifique. Voilà, hein, comment vous pouvez organiser et articuler différentes périodes de préparation durant l'été. Alors bien sûr, hein, un petit rappel des conseils que j'ai pu donner tout à l'heure, hein, on ajuste ses allures si la température sont élevées durant cette préparation. Pour cela, on se base vraiment sur la fréquence cardiaque, hein. Et puis, bien sûr, on ajuste aussi les volumes des séances, hein. Si à un moment donné, il était prévu une sortie longue d'une heure 30 et que les conditions sont vraiment extrêmes, on raccourcit la sortie longue à 1h10. C'est pas grave, c'est pas ça qui va vous rendre moins performant à la rentrée lorsqu'il va falloir vraiment effectuer le travail de qualité et puis vous présenter sur la ligne de départ le jour J. Voilà, donc les principaux conseils que je voulais vous donner, hein, pour bien pratiquer la course à pied cet été. Moi je vous souhaite donc un bel été, un bon entraînement et puis je vous dis à très vite.